bonjour à tous, Hervé Rebolo, donc délégué général de FNAR. Très heureux de vous recevoir à ce webinaire. Doublement heureux parce que l'idée c'est de rendre service aux adhérents FNAR et puis de valoriser le partenariat qui a été signé entre FNAR et Irium. Irium s'est rapproché de FNAR pour mettre à votre disposition des conseillers, des commerciaux, des prix, etc. C'est une très bonne chose parce qu'Irium est déjà bien implanté dans notre secteur. Donc voilà, l'idée c'est de valoriser ce partenariat au service des adhérents FNAR. Nous sommes venus de deux entreprises du groupe Isagri, Amélie Fraisier de sécurité.com et moi-même. Amélie, je te laisse te présenter. Merci Nicolas. Donc bonjour à tous. Donc comme l'a dit Nicolas, comme vous le voyez à l'écran, moi je suis Amélie Fraisier, je travaille pour sécurité.com qui est une filiale du groupe Isagri. Security.com est un éditeur de logiciels d'archivage électronique, de coffre-fort numérique et de plateformes de dématérialisation de documents. Et c'est à ce titre aujourd'hui que nous intervenons, puisque la plateforme de dématérialisation des factures de Security.com est la plateforme choisie par le groupe Isagri pour que toutes ces filiales puissent proposer une conformité à la réforme 2024 dont on va parler aujourd'hui. Irium Software, nous sommes éditeur de logiciels de gestion pour les distributeurs, réparateurs et loueurs de matériel en général, mais de matériel agricole en particulier. Donc, pour avancer sur ce sujet, on a d'abord décidé de vous expliquer ou de vous réexpliquer la réforme pour ceux qui la connaissent, avec les dernières nouveautés. Et puis, on proposera une série de mesures pour bien vous préparer dès maintenant. Et puis enfin, nous vous répondrons à vos questions pendant à peu près 10-15 minutes après une très courte présentation de nos deux sociétés. Amélie, la réforme 2024, où en est-on? Alors, où en est-on? Eh bien, on est très avancé, j'ai envie de dire. Alors, pour reprendre un petit peu l'origine de cette réforme, parce que je pense que c'est important, parce qu'aujourd'hui, on est en 2023, mais cette réforme, elle ne date pas d'hier, elle date de du décembre 2019, parce qu'en fait, cette réforme, elle est apparue dans le projet de loi de finances pour 2020, et le travail de la DGFiP sur cette réforme a débuté dès janvier 2020. Donc, dans la loi finance 2020, puisqu'il y avait un article, l'article 153, qui dit que toutes les factures entre assujettis en France seront émises sous format électronique. Alors bon, ça, finalement, ce n'est pas une grande nouveauté parce qu'aujourd'hui, certains d'entre vous, j'en suis certaine, ont déjà dû mettre en place de la facture électronique parce qu'aujourd'hui, une facture électronique, c'est une facture PDF envoyée par mail. D'accord? Donc, pas mal d'entreprises le font, même si le taux de dématérialisation reste faible par rapport à la globalité des flux de factures des entreprises. Pourquoi est-ce que ce taux reste faible? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, quand on veut mettre en place la dématérialisation des factures, eh bien, on est soumis à l'acceptation de notre client de recevoir une facture électronique. Ça veut dire que si notre client nous dit « Non, non, moi je veux une facture papier », finalement, on est obligé de lui envoyer un papier. Et c'est ça qui va changer avec cette réforme. D'accord? Lorsque cet article 153 dit eh bien, toutes les factures seront émises en format électronique, ça veut dire indirectement que le client, le destinataire, sera obligé de recevoir une facture électronique. Et c'est ça le point important. Et puis cet article qui introduit la réforme, il dit aussi que les données qui figurent sur les factures, elles vont devoir être transmises à l'administration fiscale. Et ça, pour le coup, c'est une nouveauté. Parce qu'aujourd'hui, en termes de TVA, vous avez des obligations déclaratives, mais vous ne transmettez pas les données liées à la collecte de la TVA chaque fois que vous envoyez une facture. Vous le faites de manière trimestrielle ou autre. Donc ça, c'est finalement une grande nouveauté de la réforme qu'il va falloir mettre en place. De plus, vous le voyez à l'écran, on a donc bien deux volets. On a donc le premier volet qui est ce que l'on appelle le e-invoicing. Le e-invoicing, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait tout simplement, comme on l'a dit, d'envoyer des factures au format électronique et donc de l'autre côté, de recevoir des factures électroniques. D'accord? Donc ça va s'appliquer à tous les assujettis à la TVA en France. Donc cet échange-là, il a vraiment un périmètre national. Et puis, on a le deuxième volet de la réforme qui va être le e-reporting, donc cette transmission de données
à l'administration fiscale. D'accord? Et ça, par contre, ça a un périmètre beaucoup plus large parce que ça va concerner les factures françaises, mais ça va aussi concerner les factures que vous envoyez ou que vous recevez à l'international, c'est-à-dire si vous avez des fournisseurs qui résident à l'étranger ou des clients qui résident à l'étranger. Et ça va aussi concerner les factures que vous envoyez à des clients particuliers qui, eux, ne sont pas assujettis à la TVA. D'accord? Donc, ce e-reporting, ça concerne donc les données liées à la collecte de la TVA, mais c'est aussi les statuts du cycle de vie, notamment le statut de l'encaissement, qui sera obligatoire pour toutes les factures de services, d'accord, sur lesquelles vous n'avez pas opté à la TVA sur le débit ou à l'auto-liquidation. Donc, on voit bien qu'on va avoir finalement des envois, c'est-à-dire j'envoie à mon client une facture électronique et lui, il va la recevoir. Et puis, je vais devoir transmettre des données à l'administration fiscale. Bien évidemment, vous le savez, quand une réforme est mise en place, on ne nous laisse pas libre de faire les choses comme on le veut, chacun dans son coin. Donc, il y a bien évidemment un cadre, il y a des règles du jeu. Ce cadre, donc, la DGFiP est en train de le travailler depuis 2020, comme on disait tout à l'heure. Et la DGFiP n'a pas travaillé ce cadre de manière, on va dire, solitaire dans son coin, mais elle l'a fait de manière collégiale avec les acteurs, donc des utilisateurs, donc des entreprises comme vous, avec des éditeurs de logiciels, des prestataires de services et autres, et aussi des représentants des différents métiers, d'accord, avec des forums, des associations, des fédérations, etc. Donc, tout ce travail qui a été fait avec la DGFiP, eh bien, aujourd'hui, il a donné lieu à ce que l'on appelle des spécifications fonctionnelles, mais aussi 2 textes, un décret et un arrêté qui ont été publiés en octobre 2022 et qui vraiment mettent le cadre à cette réforme. Et ce cadre, il nous dit que pour échanger des factures avec nos clients, eh bien, on va devoir choisir une plateforme et on va choisir une plateforme qui sera soit le portail public de facturation, soit une plateforme de dématérialisation partenaire, c'est-à-dire une plateforme privée. On va en reparler juste après. D'accord ? Et bien évidemment, pour garantir l'interopérabilité entre ces plateformes, eh bien, on va nous demander, à nous les prestataires, j'ai envie de dire, et au portail public, on nous demande de ne travailler que sur certains formats. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas envoyer une facture chacun dans le format que l'on souhaite. On va devoir se conformer à ce socle minimal de format. Il y a 3 formats. On a le FactureX, qui est un format appelé mixte. C'est un format PDF qui contient un XML. D'accord ? C'est un format franco-allemand développé notamment par le Forum national de la facture électronique. D'accord ? Qui est utilisé aujourd'hui dans Chorus Pro et dans le Chorus Pro allemand sous le format Zutpferd. Voilà, c'est un petit détail réglementaire et pratique. On a un deuxième format qui est le format UBL, donc qui est un format beaucoup plus commun, notamment dans l'EDI, dans les échanges de données informatisées. C'est un format structuré, c'est-à-dire que c'est un format qui vise à être traité par des systèmes d'information et non pas par l'œil humain. Et ça, c'est important, on le garde en tête pour tout à l'heure. Et puis, on a un 3e format qui sera accepté, qui sera le C2I, qui est aussi un format structuré. Donc, déjà, on peut faire un premier constat ici, c'est que le PDF n'apparaît pas ici. Le PDF simple, d'accord, n'apparaît pas ici. Donc, ça, c'est important parce qu'on voit que la réforme, elle se tourne clairement vers l'intégration des données, vers l'automatisation des processus. Parce que l'usage de formats mixtes ou structurés permettent cela, permettent que les formats soient traitables par des systèmes d'information. Et ça va permettre justement d'automatiser un maximum tous nos processus. Donc, si on passe au slide suivant, on va revenir sur les acteurs de cette réforme. On en a déjà parlé un petit peu. Premier acteur, le plus important, c'est vous et c'est nous, toutes les entreprises en France. Parce que vous êtes assujettis à la réforme, mais Security l'est aussi et Irium l'est aussi. On va aussi, nous, devoir choisir une plateforme. Bon, pour nous, c'est un petit peu plus facile, mais on va devoir choisir une plateforme et on va devoir émettre et recevoir nos factures via cette plateforme. D'accord ? Donc, le premier acteur, c'est ceux qui sont impactés, ce sont les entreprises.
Le deuxième acteur, c'est le portail public de facturation. Alors, qu'est-ce que c'est que ce portail public? C'est l'une des options que vous avez pour envoyer, recevoir vos factures et transmettre les données liées à la collecte de la TVA à l'administration fiscale. Ce portail public, si je vous parle de Chorus Pro, peut-être que ça va plus vous parler. Chorus Pro, aujourd'hui, c'est le portail public utilisé pour transmettre ces factures aux administrations publiques. D'accord? Vous travaillez avec une collectivité, une mairie ou autre, vos factures, vous allez les envoyer via ce portail public. Donc, en général, vous allez les déposer manuellement ou vous pouvez avoir des connexions automatiques. Eh bien, ce portail public de facturation est une version 2 de Chorus Pro. Ça veut dire qu'il offrira un service minimum gratuit et qu'il va concentrer les données de e-reporting à destination de l'administration fiscale. Troisième acteur, les plateformes de dématérialisation partenaires. Qui sont ces acteurs? Ce sont des plateformes privées, d'accord, qui auront passé ce que l'on appelle une immatriculation, ce que l'on pourrait appeler aussi une certification. C'est-à-dire que ces plateformes doivent répondre à un cahier des charges qui est aujourd'hui public dans le décret et l'arrêté du 7 octobre 2022. Et ces plateformes de dématérialisation partenaires, elles vont pouvoir opérer au même titre que le PPF, que le portail public de facturation. Ça veut dire qu'elles vont avoir les mêmes fonctions que le portail public de facturation, mais bien évidemment, elles vont vous proposer un service payant, mais parce que ce service, certainement, ça va dépendre des PDP, mais ce service va vous proposer des valeurs ajoutées que ne pourra pas vous proposer le portail public de facturation. D'accord ? Donc, on a là des plateformes qui vont être capables d'opérer comme le portail public, qui vont permettre d'échanger des factures, donc d'envoyer et de recevoir des factures selon les modalités de la réforme et de transmettre au portail public les données à destination de l'administration fiscale, c'est-à-dire les données de e-reporting. Et puis, il y a le reste des acteurs, c'est-à-dire les entreprises qui peuvent vous aider à vous mettre en conformité, mais qui ont décidé de ne pas passer cette immatriculation. Il faut savoir que l'immatriculation au PDP est assez lourde, elle est assez complète. Il y a beaucoup de choses à développer. Il y a aussi beaucoup de contraintes de sécurité qu'il faut respecter. D'accord ? Donc, c'est vrai que c'est une mise en place, une adaptation des prestataires qui est assez lourde. Donc, certains disent, je ne veux pas être une plateforme de dématérialisation partenaire. Par contre, je veux rester un opérateur de dématérialisation qui pourra aider les acteurs, les entreprises, à se connecter au portail public ou peut-être aussi à se connecter à une PDP. D'accord? Donc, les opérateurs de dématérialisation vont pouvoir opérer des liens. Okay? Voyons un petit peu comment est-ce que tout cela se construit dans le schéma qui suit. Ce schéma et toutes les informations que je vous donne jusqu'ici, ils sont directement pris dans les spécifications fonctionnelles, c'est-à-dire dans les textes de la DGFiP. D'accord? Donc, ce sont des informations prises telles quelles. D'accord? Je pense que c'est important quand on parle du volet réglementaire de vraiment prendre les informations telles qu'elles nous sont présentées à la source. Alors, j'ai vu qu'après, on avait le calendrier. Nicolas, on va juste passer au suivant, au schéma. On reviendra sur le calendrier après. D'accord. Voilà. Donc, ici, vous voyez, on a un schéma d'organisation qui est assez simple. Vas-y, tu peux tout mettre. On va tout mettre d'un coup parce que je sais que là, j'ai un auditoire très attentif. Donc, on y va. Donc, comment est-ce que tout ça va s'organiser? Vous avez en bas à gauche un fournisseur. On va prendre le cas de ce fournisseur. Vous voyez, ce fournisseur, il a fait un choix. Il a décidé d'envoyer et de recevoir ses factures via le portail public de facturation. Pour ce faire, pour aller déposer sa facture, il peut le faire sur le portail web, hein, comme on a sur Chorus aujourd'hui. Il va se créer un compte, il va avoir un identifiant, un mot de passe, il va se connecter, il va déposer sa facture. Bien évidemment, il va la déposer dans l'un des 3 formats du socle dont on a parlé tout à l'heure, Facture X, C2I, UBL. Okay? Donc, il va aller déposer sa facture. Il pourrait aussi aller déposer sa facture avec ce que l'on appelle une communication EDI, c'est-à-dire un protocole de communication utilisé dans l'EDI, de la S4, de la S2, etc. Et puis, il peut aussi utiliser les API mises à disposition par le portail public de facturation. Bref, il va donner sa facture au portail public de facturation. Que va faire le portail public? Vous le voyez, il y a un petit icône de réseau là avec des petits personnages sur le schéma. Eh bien, le portail public, quand il va avoir cette facture à disposition, il va aller tout simplement identifier
le destinataire. Et il va l'identifier avec quoi? Avec son numéro de sirène ou son numéro de TVA intracommunautaire. Donc, bien évidemment, ce sont des données qui vont devenir obligatoires, qui aujourd'hui ne le sont pas. Important, parce que la réforme, elle va aussi introduire le fait que l'on va avoir pour 2024 2 données supplémentaires obligatoires qui doivent apparaître sur nos factures. Et en janvier 2026, qui est la dernière date de mise en conformité, on le verra après, eh bien, on aura 6 données supplémentaires qui vont devenir obligatoires et qui correspondent aux données de ligne des factures. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc ici, le portail public va aller identifier le destinataire et il va aller consulter son annuaire. Cet annuaire, il comprend toutes les entreprises en France assujetties à la TVA. Et il va notamment dire au PPF comment est-ce que le destinataire a décidé de recevoir sa facture. Est-ce qu'il veut la recevoir via le portail public ou est-ce qu'il a choisi une plateforme de dématérialisation partenaire? Donc, émettons ici… Oui, vas-y. Ça veut donc dire que toutes les entreprises vont devoir choisir comment, à un moment donné, comment envoyer leur facture. Et ce choix, exactement. Et ce choix, il va devoir être fait avant juillet 2024. Eh oui. Donc, vous voyez qu'on parle d'une réforme dont le travail a commencé en 2020. On est en 2023 et dans un petit peu plus d'un an, il faudra avoir fait son choix. Donc, il faut vraiment prendre ce sujet à bras-le-corps et commencer à bien identifier les plateformes qui peuvent vous aider. Donc ici, mettons que… Oui, vas-y. Surtout qu'on parle de 4 millions d'entreprises qui vont devoir faire leur choix, donc c'est quand même énorme. Exactement. Donc ici, prenons le cas où le destinataire, il a décidé de recevoir sa facture, par exemple, via le portail public de facturation. Donc ça nous amènerait que le destinataire, ce serait celui qui est en bas à droite. D'accord? Donc, que va faire le portail public? Il va extraire les données de facturation, les données liées à la collecte de la TVA pour les transmettre à l'administration fiscale. Puis, il mettra à disposition de l'acheteur la facture. Et celui-ci se connectera sur le portail où il ira la récupérer via une communication en ligne ou API. Deuxième cas de figure, eh bien, lorsque le portail public identifie le destinataire, il se rend compte que le destinataire a choisi d'utiliser une PDP. Donc, ça nous amènerait à l'acheteur qui est en haut à droite. Vous voyez? Voilà, celui-là. Donc, ici, ce que l'on va voir, c'est que va faire le portail public? Il va extraire les données de e-reporting, les transmettre à l'administration fiscale et d'un autre côté, il va aller mettre à disposition la facture dans la PDP de l'acheteur. Et la PDP de l'acheteur, à ce moment-là, mettra en œuvre toutes les valeurs ajoutées qu'elle a développées pour son client. Par exemple, de l'ossérisation ou bien le fait de pouvoir rapprocher automatiquement les factures, de pouvoir aller transmettre à la compta les écritures, la mise en bon à payer et l'intégration avec l'ERP. D'accord? De même, on aurait ces deux mêmes cas qui seraient disponibles dans l'autre sens. Un fournisseur qui envoie sa facture via une PDP, la plateforme de dématérialisation partenaire va consulter l'annuaire du PPF, du portail public, pour identifier le destinataire et savoir comment est-ce qu'elle doit lui transmettre la facture. Soit via le portail public, auquel cas, elle va envoyer la facture au portail public qui va extraire les données de e-reporting, les transmettre à l'administration fiscale et mettre à disposition la facture de l'acheteur. Ou bien elle se rend compte que le destinataire reçoit ses factures via une PDP, auquel cas elle enverra directement la facture à la PDP de son client et elle l'extraira et enverra au portail public seulement les données de e-reporting. D'accord? Donc, vous voyez en soi, le schéma, il est assez simple, mais comme on a dit, l'important, ça va être de choisir sa plateforme pour recevoir ses factures avant juillet 2024. Pourquoi? Parce qu'on va passer au calendrier et on va voir que ce calendrier, eh bien, il est échelonné. Ce calendrier, il s'étend de 2024 à 2026. Et la première obligation en juillet 2024, ce sera pour tous les acteurs, toutes les entreprises en France, d'avoir choisi leur plateforme pour recevoir leurs factures selon les modalités de la réforme. Ça veut dire qu'au 1er juillet 2024, tout le monde doit avoir fait son choix. Est-ce que je veux recevoir mes factures via le portail public ou est-ce que je veux les recevoir via une PDP? Tu le disais déjà tout à l'heure, on ne peut déjà plus refuser de recevoir une facture électronique en général. C'est ça que tu nous disais tout à l'heure, n'est-ce pas? À partir de juillet 2024, c'est exactement pour ça que l'on doit choisir. La première obligation, elle porte sur la réception, parce que comme on le disait au début,
si on a une obligation d'émission, c'est que de l'autre côté, on a une obligation de réception. C'est ça la grande nouveauté. Donc, au 1er juillet 2024, tout le monde doit avoir choisi sa plateforme pour être en capacité de recevoir des factures selon les modalités de la réforme que l'on a vues juste avant. Et donc, deuxièmement, qui, au 1er juillet 2024, va être obligé d'émettre? Eh bien, obligé d'émettre, ce seront les grandes entreprises. D'accord? Donc ça, première obligation d'émission, ça va aller pour les grandes entreprises. Troisième chose à ne pas oublier pour cette date-là, c'est que tous les flux que vous déposez aujourd'hui sur Chorus Pro, à partir de cette date-là, ils devront être déposés sur le nouveau portail public de facturation. D'accord? Donc, dans les formats du socle que nous avons vu tout à l'heure. Donc, ça veut dire que si j'ai avec mon logiciel aujourd'hui, j'ai une interface qui me permet automatiquement d'aller déposer mes factures sur Chorus Pro, ça veut dire que ces flux de facturation vont devoir migrer, vont devoir changer pour aller maintenant sur le PPF ou sur une PDP, c'est ça? C'est ça. Il faudra bien vérifier que les formats qui sont utilisés actuellement sont bien les mêmes que nous allons utiliser dans le portail public de facturation, parce que les versions ne sont pas exactement les mêmes. Et il faudra refaire la connexion automatique. Voilà. La deuxième date butoir, ce sera le 1er janvier 2025. À cette date-là, ce seront les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, qui auront l'obligation d'émettre leurs factures selon les modalités de la réforme. Ça veut dire que pour toutes les entreprises, comme en juillet 2024, on doit tous avoir dit comment on veut recevoir notre facture. Eh bien, d'abord, de juillet 2024 à janvier 2025, on recevra nos factures des grandes entreprises dans notre plateforme. Puis, à partir du 1er janvier 2025, on recevra aussi les factures de nos fournisseurs considérés comme des ETI. Puis, en 1er janvier 2026, eh bien là, l'obligation s'étend aux PME et aux TPE. Donc, les 4 millions d'entreprises en France seront donc mises en conformité par rapport à cette réforme. À savoir que le 1er janvier 2025 et le 1er janvier 2026, ce sont des dates butoirs. Ça veut dire que vous êtes une PME, vous êtes prêt en septembre 2024 à envoyer toutes vos factures selon les modalités de la réforme, rien ne vous y empêche. Pourquoi? Parce que depuis le 1er juillet, toutes les entreprises sont en capacité de recevoir selon les modalités de la réforme. Donc, vous avez une date butoir, mais vous pouvez très bien vous mettre en conformité bien avant. Donc, en résumé, on a une obligation pour tous de réception en juillet 2024 et ensuite, en fonction de la taille de son entreprise, l'obligation d'émission, elle peut être juillet 2024, janvier 2025 ou janvier 2026, qui correspond vraisemblablement à la date butoir de l'ensemble des personnes qu'on a aujourd'hui avec nous dans ce webinaire. Exactement. OK, donc on a vu le schéma d'organisation avec les différents acteurs. Le traitement de l'international, qu'est-ce qui se passe maintenant avec le business international, puisque tout est dématérialisé? Donc, comme on a vu le schéma qu'on a vu tout à l'heure sur l'échange de factures, donc on appelle le e-invoicing, on l'a dit au tout début, il a un périmètre national. Ça veut dire que, mettons que vous avez un fournisseur qui est étranger, vous avez un fournisseur allemand. Lui, il ne va pas vous transmettre votre facture via le portail public de facturation ou une plateforme de dématérialisation privée parce qu'il n'y est pas obligé. Donc, lui, il va continuer à vous envoyer une facture telle qu'il est aujourd'hui. Oh, là, on t'a perdu, Amélie, donc je vais continuer. Et donc effectivement, votre fournisseur, vous qui vendez donc à votre client étranger, vous allez continuer à lui envoyer des factures au format qu'il est capable de lire lui, c'est-à-dire par email ou bien par papier. Mais par contre, vous allez devoir déposer des informations dans le portail public de facturation pour l'administration fiscale et qui concerne les données obligatoires du e-reporting. C'est ça, Amélie? Tu es de retour? Non, je t'entends pas. Donc, évidemment, la situation est identique pour un fournisseur. Donc là, on a le cas de ce fournisseur-là qui est connecté sur sa PDP et c'est sa PDP qui lui permet d'envoyer automatiquement par papier
ou par email les factures à son acheteur étranger et déposer les informations. Le fournisseur B, qui lui n'a pas de PDP, devra envoyer d'un côté ces factures et déposer les informations de e-reporting manuellement dans le portail public de facturation, qui lui-même le déposera dans l'administration fiscale. Et là maintenant, on a la situation inverse. Vous êtes vous-même client d'un fournisseur étranger, vous allez donc recevoir, et vous êtes connecté à une PDP, vous allez recevoir des factures papier et des factures par email qui vont arriver dans votre PDP ou que vous allez faire parvenir à votre PDP. Donc les factures papier en les scannant et les factures email en les envoyant directement à votre PDP. C'est elle qui va extraire les informations obligatoires pour le portail public et vous allez ensuite pouvoir récupérer ces factures dans votre système de gestion. Si vous n'êtes pas connecté à une PDP, vous allez recevoir ces factures comme vous les recevez aujourd'hui dans votre système de gestion et vous allez devoir ensuite extraire les informations légales du e-reporting que vous allez devoir poser dans le portail public du facturation pour qu'il soit envoyé à l'administration fiscale. C'est bien ça, Amélie? C'est ça. Donc, merci. J'ai eu, je ne sais pas pourquoi, une petite coupure. Merci d'avoir pris la main, Nicolas. J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises. Non, jamais, jamais. Tu maîtrises très bien cette partie. Super. Le cas des factures particuliers, alors? Alors, le cas des factures particulières, finalement, c'est la même chose. Ça veut dire que vous allez continuer à envoyer vos factures en particulier comme vous le faites aujourd'hui. D'accord? Donc, il y a deux cas. Soit vous avez un logiciel de caisse et vous faites du ticket. Donc, dans ce cas-là, en fait, ce qui va devoir être transmis en e-reporting, c'est le ticket Z, celui qui, à la fin de la journée, qui compile tous les tickets que vous avez émis. Et puis, si vous faites de la facture au particulier, vous allez voir une personne, vous intervenez chez elle, par exemple, ou autre. Vous allez lui remettre une facture, donc vous lui remettez en papier, par mail, comme vous le faites actuellement. Par contre, vous aurez l'obligation, finalement, de déclarer les données liées à la collecte de la TVA de cette facture à l'administration fiscale. Ça veut dire qu'il faudra quand même émettre des données via votre PDP ou le portail public de facturation à destination de l'administration. Donc ça, c'est très important. Donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est là où finalement, l'avantage d'une PDP, ça va être de vous offrir des services qui vont vous permettre d'homogénéiser vos flux et puis de faire passer toutes vos factures dans une seule plateforme qui va pouvoir gérer tous les envois que vous voulez faire et qui va pouvoir savoir, tiens, cette facture, je l'envoie selon les modalités de la réforme, c'est-à-dire via la plateforme de dématérialisation partenaire. Celle-ci, je vais l'envoyer en papier parce que c'est une facture pour un client particulier. Et puis, d'un autre côté, je vais envoyer le flux de e-reporting au portail public. OK. Et maintenant, le cas des encaissements. Alors, le cas des encaissements. Donc, ça, c'est très, très important. Si vous avez un client qui est ou particulier ou une entreprise, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger, d'accord? Si c'est une facture de service, OK? Vous avez et que vous n'avez pas opté à la TVA au débit ou à l'autoliquidation, c'est-à-dire que vous êtes sur la TVA sur l'encaissement, eh bien, tout simplement, il va falloir transmettre un statut obligatoire et ce statut, ce sera le statut de l'encaissement. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Que se passe-t-il quand on est dans le domaine de l'encaissement, mais que le fournisseur est un fournisseur étranger? Et bien, dans ce cas-là, l'obligation est retournée, c'est-à-dire vous recevez une facture de service d'un fournisseur étranger. Lui, il n'est pas assujetti à la réforme. Et bien, dans ce cas-là, vous n'allez pas envoyer le statut d'encaissement puisque ce n'est pas vous qui encaissez. Par contre, vous enverrez le statut de paiement. Voilà. OK, très bien. Efficace. On peut donc résumer ce qui va se passer. Donc voilà, en résumé, vous l'avez bien compris, donc vous allez être impacté par une réforme qui va avoir forcément une incidence sur la manière dont vous recevez vos factures et sur la manière dont vous les envoyez. Mais pas que, parce qu'en fait, ça va avoir une incidence sur vos factures françaises. Donc, que se passe-t-il aujourd'hui? Aujourd'hui, vous recevez, voilà. Aujourd'hui, vous recevez des factures papier. Vous recevez des factures par mail, d'accord? Et peut-être aussi que pour certains d'entre vous, vous vous connectez à des portails fournisseurs pour aller chercher vos factures.
De la même manière, pour vos clients, vous envoyez des factures papier, vous envoyez des factures par mail. Peut-être aussi que vous vous connectez et que vous déposez des factures sur Chorus Pro. Et peut-être aussi que dans certains cas, vous vous connectez, vous déposez des factures sur des portails mis à disposition par vos clients. Que va-t-il se passer pendant la phase de transition, c'est-à-dire entre 2024 et 2026 ? Eh bien, ce qui va se passer, en fait, ce n'est pas grand-chose. C'est juste que vous allez devoir vous connecter à une autre plateforme et vous allez encore avoir un autre moyen de réception des factures. Vous continuerez à recevoir des factures papier et des factures mail. De qui ? De vos fournisseurs étrangers et puis de tous vos fournisseurs qui sont considérés comme des TPE-PME, dont la date butoir d'émission des factures ne rentrera en cause qu'au 1er janvier 2026. Donc, eux, ils pourront continuer à vous envoyer des factures en papier et en mail. Et bien évidemment, s'ils ont des portails fournisseurs, ils continueront à déposer leurs factures sur des portails fournisseurs. D'accord ? Donc on voit bien que ça se complique quand même pendant cette phase de transition. C'est ça, ça va se compliquer parce que vous allez continuer à avoir toutes vos factures telles que vous les avez aujourd'hui. Mais en plus de ça, vous allez devoir vous connecter, donc soit avoir votre PDP, soit vous connecter au portail public de facturation pour aller récupérer les factures des grandes entreprises, puis au 1er janvier 2025, les factures des ETI, de vos fournisseurs ETI. D'un autre côté, pour les factures d'envoi, ça ne change rien, puisque vous êtes certainement dans la catégorie TPE-PME, donc vous avez une obligation pour le 1er janvier 2026, donc vous continuerez à envoyer vos factures en papier, en mail, au Chorus Pro, ou via des portails privés. Ce qui va se passer ensuite, et ce qui est intéressant ici avec notamment Irium, c'est qu'en fait, tout l'intérêt de choisir une plateforme de dématérialisation partenaire, comme on l'a dit, c'est la valeur ajoutée qu'elle va vous proposer. Et cette valeur ajoutée, en général, on va la tabler surtout sur grande valeur ajoutée pour tout le monde, c'est gagner de l'argent, économiser, d'accord, et gagner du temps. Parce que forcément, quand on a quelqu'un qui doit les factures papier, je vais les scanner pour les envoyer sur un mail, ou je vais aller récupérer le mail, je vais aller la ranger dans mon dossier, je vais faire le rapprochement. Idem pour les factures que l'on reçoit par mail. Et puis, il ne faut pas que j'oublie d'aller me connecter au portail de tel fournisseur pour aller chercher ma facture, etc. Et puis, du coup, je vais aussi avoir à me connecter au portail public de facturation pour aller récupérer mes factures des grandes entreprises, des ETI. Vous imaginez la perte de temps. Donc, pour éviter tout ça, Irium met en place une solution qui est candidat à l'immatriculation en PDP. D'accord ? Donc, il va devenir une PDP. Aujourd'hui, personne n'est PDP parce que les dossiers d'immatriculation vont commencer à pouvoir être déposés en mai-juin. On sera pas. Donc ici, la solution qui est proposée par Irium, c'est de dire, au lieu d'avoir des carrés partout pour la réception et des carrés partout pour l'envoi, nous, on vous propose, on prend tout en charge. C'est-à-dire qu'il y a une seule plateforme directement intégrée aux solutions d'Irium. Vous allez pouvoir recevoir des factures papier. La solution va extraire les données pour pouvoir traiter tout simplement du rapprochement automatique, mais aussi demain, avec la réforme, pouvoir traiter, si c'est des factures papier qui arrivent de l'étranger, comme on a vu tout à l'heure, le fait d'en extraire des données, on va pouvoir automatiquement faire le flux de e-reporting pour déclarer les données de TVA à l'administration fiscale. Idem pour les factures par mail. Et puis, à partir de 2024, et ensuite tout le temps que va courir la réforme, elle va pouvoir recevoir les factures en tant que PDP. D'accord ? De la même manière pour les factures de vente, c'est une plateforme directement intégrée aux outils de facturation d'Irium qui va permettre de manière automatique, quand vous créez une facture dans Irium, cette facture, elle va être envoyée soit par mail si c'est un client qui voulait recevoir par mail ou un client étranger après 2026. Idem pour la facture papier. Et puis, dans le cadre de la réforme, ce sera une plateforme, donc PDP comme on l'a dit, qui va pouvoir faire des envois selon les modalités de la réforme. Alors, maintenant, quelques petits trucs pour permettre aux adhérents de mieux se préparer à cette réforme. Donc, vous l'avez vu, c'est demain, pour le coup, qu'il va falloir faire un choix. Donc, pour faire ce choix, quels sont les conseils que nous, on vous donne ? Tout d'abord, c'est au sein de vos organisations, c'est de nommer une personne.
D'accord? On le sait, hein, quand on veut qu'un sujet soit traité, il ne faut pas que tout le monde le traite de son côté. C'est très important qu'il y ait une personne qui soit en charge de ce projet. D'accord? Et cette personne, elle va pouvoir s'appuyer sur une équipe qui va l'aider. Qui va l'aider à faire quoi? Tout simplement. Et dans un premier temps, ce qui va être très important, ça va être d'identifier tous vos flux de factures, de les cartographier. Ça veut dire tout simplement faire une liste de tous vos clients et comment est-ce que vous leur transmettez aujourd'hui les factures. D'accord? Est-ce que ce client est en France? Ça va nous permettre de savoir si on est seulement dans un périmètre national ou si on a un périmètre international et donc du e-reporting. Est-ce que mon client est particulier ou pas? Est-ce que je fais de la facture papier avec lui, de la facture par mail? Est-ce que je fais de la facture autre, etc. Est-ce que j'ai des ventes sans facture? Oui. C'est comme un Excel dans lequel il y a différentes colonnes et dans lequel on va dire, alors ça, le flux numéro 1, c'est les clients qui sont en France avec lesquels j'envoie des factures PDF pour bien mettre un certain nombre de détails pour que je sache ensuite si comment celui-là, je vais le faire rentrer dans ma PDP, comment je vais le traiter, comment je vais devoir le traiter, c'est ça? C'est ça. Ça peut être ça. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça aussi? C'est très important parce que la réforme, elle liste 37 cas d'usage. Parce qu'en fait, on a un procédé qui est établi, qui est standard, sauf qu'il y a des factures qui ne sont pas standards. Il y a des factures, donc aujourd'hui, il y en a 37 qui sont listées par la réforme, qui sont dites des cas d'usage spécifiques, c'est-à-dire des factures pour lesquelles il va falloir mettre en place un traitement un tout petit peu différent. Soit il va falloir produire des données qui font partie de données non obligatoires, mais qu'il va falloir faire apparaître, soit il va falloir transmettre des statuts particuliers. Parce qu'aujourd'hui, la réforme prévoit une vingtaine de statuts, mais seulement 4 sont obligatoires. D'accord? Les statuts du cycle de vie qui nous informent finalement du traitement ou pas de notre facture. D'accord? Donc, il faut prendre en compte ces cas d'usage spécifiques. Par exemple, il y a le cas de l'autofacturation, de la facture d'acompte, de la facture d'escompte, etc., de l'affacturage, etc. Donc, il y en a 37. Donc, il faut aussi les identifier et cette cartographie va vous permettre d'identifier ces cas d'usage. Et dans le cas du machinisme agricole, il y a un cas d'usage assez connu qui sont toutes les factures de reprise que vous réalisez pour vos clients au moment où ils doivent vous vendre leur matériel d'occasion et pour lequel, pour une partie d'entre vous, c'est vous-même qui réalisez la facture, c'est-à-dire que vous vous auto-facturez. Et donc ça, c'est un cas d'usage très particulier de votre profession que l'éditeur de logiciels et les partenaires qui travaillent avec vous devront s'assurer qu'ils savent bien le traiter dans le cadre de la réforme. Exactement. Et puis ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est analyser les changements de méthodologie qui vont être du coup forcément mis en place chez vous. Parce que comme vous allez passer d'une facturation plutôt mail, plutôt papier à une facturation électronique, avec notamment des valeurs ajoutées qui vont vous être proposées par la plateforme que vous allez choisir, eh bien évidemment, ça va changer la méthode et les procédures qui sont mises en place. Donc, c'est ça aussi l'intérêt de s'y prendre à l'avance parce qu'on le sait, hein, la conduite du changement au sein d'une entreprise, eh bien, parfois, ça peut être fait sans douleur, mais d'autres fois, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a l'habitude de travailler d'une certaine manière et puis changer, ce n'est pas si simple que ça. Donc, plus on s'y prend à l'avance, plus on va pouvoir aussi introduire et inclure dans ce changement, dans ce projet, eh bien, les personnes directement concernées. Et plus on va faire ça, et bien plus on va avoir une conduite de changement qui va être beaucoup plus simple. Et donc, le fait que les personnes vont pouvoir s'emparer du sujet et bien évidemment y adhérer. Parce que ça va être le plus gros. Parce que finalement, vous avez une obligation, mais cette obligation, elle concerne votre entreprise, mais tous vos collaborateurs, ils vont être impactés par ça. Donc, plus on s'y prend à l'avance et plus on les accompagne, plus on va avoir une adhésion forte et donc plus on va avoir un projet qui va avoir finalement un côté positif pour tout le monde. C'est ce que nous avons fait d'ailleurs chez Irium, puisque nous sommes soumis à la réforme comme tout le monde. Nous avons un groupe de travail avec une personne qui suit ce groupe de travail-là en interne. Et donc, on a analysé tous nos différents flux. Et donc, maintenant, on analyse comment on va maintenant s'organiser pour nous, en premier, avant l'ensemble de nos clients, être capable d'être prêts pour qu'ensuite les clients puissent nous suivre, puisque nous utilisons nos propres logiciels pour facturer et pour gérer notre activité. Ce qui fait arriver au deuxième point qu'Amélie a ici mis en valeur et sur lequel il faut que vous fassiez très attention
avec votre prestataire pour bien vérifier que les mises à jour qu'il a prévues et dans quelle mise à jour il a prévu d'intégrer les changements qui vont être liés à la facturation électronique. Parce que ces mises à jour de logiciels peuvent nécessiter pour vous des changements de serveur, des changements de réseau, de la formation, du paramétrage dans cette nouvelle version, du changement même peut-être de vos postes de travail, de vos PC ou autres, et donc peuvent nécessiter des coûts et surtout du temps pour être prêt à le jour J ou le moment où la réforme va devenir obligatoire pour tous. Et ce qu'on vous propose aussi ici, c'est de bien suivre l'avancement de la réforme et de rester informé. Dans le cadre du groupe Isagri, nous, c'est Security qui est notre poisson pilote et qui nous informe régulièrement de l'avancement, puisqu'on a des points très réguliers sur l'avancement de la réforme pour pouvoir nous tenir à jour. Et nous tenons régulièrement à jour l'ensemble de nos clients, soit via des webinars, soit dans nos newsletters, soit dans des réunions clients ou dans notre club utilisateur, comme celui qu'on va organiser les 5 et 6 avril, où on va réunir à Bordeaux l'ensemble de nos clients et où il y aura un atelier que nous aurons la chance de pouvoir faire avec Security et donc avec Amélie. Donc le bénéfice pour votre entreprise, il est, et on l'a vu, que c'est quand même l'opportunité pour vous de dématérialiser vos factures clients et fournisseurs. Mais OK, dématérialiser mes factures fournisseurs, pourquoi faire? Donc, dans un premier temps, ça doit vous permettre d'automatiser vos processus administratifs, puisque vous n'aurez plus de papier et vous aurez déjà les informations qui rentreront automatiquement dans le cadre de vos factures fournisseurs dans votre logiciel de gestion et qui pourront sortir de manière automatique sans avoir besoin de passer par du papier, du pliage, directement avant d'être envoyé à vos clients. Donc, ça va vous accélérer vos processus administratifs. Vous pourrez aussi plus sécuriser et fiabiliser vos processus de facturation puisque les informations seront plus contrôlées, plus vérifiées par vos logiciels et directement en lien avec le logiciel de vos fournisseurs ou avec le logiciel de vos clients. Et donc, comme la DGFIP, c'est la DGFIP qui indique ça, Amélie, que ça optimise le coût de traitement versus la facture papier, c'est ça les informations? Oui, exactement. La DGFIP, en fait, explique que le passage à la facture électronique, ça représente entre 50 et 75% de ROI. Et donc, forcément, entre le 50 et le 75, on se demande mais quelle est la différence? La différence, c'est le taux finalement d'intégration et de valeur ajoutée que vont proposer les plateformes et qui va permettre d'automatiser et d'intégrer un maximum de procédures. Donc là, ensuite, ça vous permettra d'anticiper la démarche obligatoire qui va s'imposer à tous. Et si vous arrivez à l'anticiper, ça veut dire que vous ne serez pas dans le bouchon de fin où les clients devront à toute vitesse basculer et se mettre à jour avec la réforme. Ce qui veut donc dire qu'il y aura nécessairement un certain nombre de clients qui seront pas à jour. Et puis, ça vous permet de passer à un flux commun qui sera plus simple, puisque vous n'aurez qu'un seul flux pour vos factures clients, vos factures fournisseurs, et puis pour Chorus Pro. Alors, je vois que le temps passe, donc j'accélère. Comment ça va se passer avec Irium? Amélie a déjà commencé à le parler. Là, vous avez là l'ensemble des logiciels d'Irium. Ils intègrent donc directement la plateforme de dématérialisation donc de Security, ils facturent. Et donc c'est à partir de là que, en tout cas dans un premier temps, pendant toute la période de transition, on va pouvoir envoyer par email directement ces factures et elles seront signées. Donc elles seront signées RGS 2 étoiles, ce qui vous libérera de la piste d'audit fiable. C'est ça aussi le gros changement à partir du moment où on sera directement branché, où les logiciels d'Irium seront branchés sur la plateforme de Security. Vous continuerez à les envoyer au format papier. Vous pourrez directement continuer à les envoyer au format papier pour vos clients étrangers, mais aussi pour tous vos clients français pour lesquels vous souhaiterez envoyer vos factures au format papier. Et vous pourrez communiquer avec d'autres PDP, en tout cas avec les clients qui seront déjà avec leur PDP et déposer vos informations dans le portail public de facturation et dans l'administration fiscale. Pour la partie entrante,
même organisation, en fait, vos fournisseurs vont continuer à vous envoyer vos factures en PDF, en papier ou via une PDP. Et donc, quand elles arriveront par email, elles arriveront directement dans la PDP Security qui transformera ces factures PDF en données que du coup les logiciels d'Irium seront capables d'intégrer automatiquement dans la partie facture d'achat fournisseur. Quand elles arriveront sur papier, vous pourrez les scanner et vous les enverrez par email à la PDP, donc à la plateforme, qui les transformera en PDF et en données pour pouvoir les intégrer directement dans les logiciels d'Irium et pouvoir les traiter. Et quand elles arriveront directement par la PDP, elles seront de votre fournisseur, elles seront directement intégrées et traitées et envoyées directement au logiciel, ce qui permettra de mettre à jour les informations nécessaires dans le cadre, par exemple, de fournisseurs internationaux ou de fournisseurs qui pourront être des particuliers, puisque là aussi, il y a une information nécessaire à envoyer au PPF et à l'administration fiscale, comme on l'a vu dans le cadre de la réforme. Alors, une plateforme qui dématérialise, mais pas que. Donc, quelles sont les autres valeurs ajoutées que qu'Irium et Security vous proposent? C'est en fait une vraie sécurité qui est assurée par le spécialiste de l'archivage à valeur probante. Security est une société qui a pignon sur rue et sa plateforme est reconnue par de très grandes sociétés, comme par exemple la Française des Jeux, hein, qui utilisent les plateformes de security comme des plateformes d'archivage très très reconnues. Et elle en parlera tout à l'heure, Amélie, mais Security est un tiers de confiance au regard de l'administration fiscale française. Donc ça veut donc dire que vous aurez la possibilité d'avoir accès à cette sécurité et cet archivage à valeur probante avec les logiciels d'Irium. Comme on a vu, vous n'avez plus besoin de la piste d'audit fiable. Aujourd'hui, quand vous envoyez vos factures par papier ou quand vous l'envoyez par PDF, vous devez avoir vous avez une obligation de suivre et de renseigner, puisque la charge de la preuve, elle est de votre côté. Vous devez justifier en cas de contrôle que vos factures sont correctes. À partir du moment où vous passerez par la PDP, et donc où vous enverrez des factures qui seront RGS 2 étoiles quand ce seront des factures électroniques, eh ben, vous n'aurez plus besoin vous n'aurez plus cette charge de la preuve, puisque c'est l'administration fiscale qui devra prouver que vos factures sont fausses, ce qui change un petit peu la donne en cas de contrôle. On l'a vu, vous avez un ROI qui va être garanti, parce que traiter une facture papier, ça coûte plus cher que à la fois en sortant et en entrant, que de traiter une facture électronique, puisque tout s'intègre automatiquement et toutes les saisies sont réalisées et arrivent automatiquement dans votre logiciel de gestion, hein, ce qui vous permet de gagner pas mal de temps et donc de vous occuper d'autres sujets, comme par exemple le recouvrement ou d'autres sujets qui sont importants pour vous. Et sans compter effectivement la possibilité d'échanger des factures au format FactureX, notamment avec l'Allemagne, comme l'a dit tout à l'heure Amélie. Vous aurez la possibilité aussi d'avoir une interface directe avec Chorus Pro à partir de la plateforme. Donc, ça sera complètement intégré avec la plateforme et les logiciels d'Irium. Donc, le fait de basculer dès maintenant avec les logiciels d'Irium vous permet, et la plateforme de security avec eFacture vous permet de gagner du temps, être prêt, qui sait, avant vos concurrents, et donc du coup de pouvoir en tirer un bénéfice concurrentiel pour le moment où ça va être la cohue, c'est-à-dire juste avant les deadlines finales. Voilà, on a fini de vous présenter l'ensemble de la réforme et de comment on compte la traiter, et en vous donnant quelques conseils pour bien vous y préparer. Et donc très rapidement maintenant, pour pouvoir passer aux questions, on est déjà un peu en retard, on va rapidement présenter Security. On va faire vraiment très vite parce qu'il est 58, Amélie. Je te laisse présenter. Comme je vous l'ai dit au début, hein, Security est un éditeur de logiciels. Hein, donc, on édite des logiciels d'archivage électronique que l'on peut retrouver sous forme de système ou sous forme de coffre-fort numérique. Et puis, on édite aussi une plateforme de dématérialisation de documents sur lesquels on dématérialise des factures et des bulletins de salaire. D'accord? Donc, avec, bien évidemment, prise en charge des documents annexes
Et tous ces outils sont maintenant sont bien évidemment en production et Security existe depuis 20 ans maintenant. Donc voilà, je pense que tu peux passer. Ça, c'est ce que je viens de vous dire. Vous pourrez le voir. On propose également du coffre-fort pour les professionnels de l'automobile qui sont habilités à gérer leurs dossiers, notamment sur la plateforme de système d'immatriculation des véhicules. Donc voilà, parce qu'il faut être conforme à une norme. On est conforme et même certifié. Et puis ensuite, vous avez une page de référence, mais je ne vais pas la commenter, je vous laisse la regarder. Et puis, si vous avez des questions sur nos références, vous n'hésitez pas à les transmettre à la FNAR et on y répondra avec plaisir. Et donc, Irium, moi aussi, je vais aller très vite. Nous sommes une filiale du groupe Isagri comme Security. Nous faisons des logiciels de gestion depuis 41 ans maintenant pour les concessionnaires de machines agricoles, puisque c'est là que nous, et les agents et les réparateurs, puisque c'est de là dont nous venons. Nous avons une filiale en Espagne et en Allemagne. Nous sommes 200. Voilà. Nos solutions, ce sont des solutions des logiciels pour les distributeurs et les loueurs, des logiciels mobiles, des solutions SaaS hébergées ou chez vous que vous pouvez installer sur des serveurs. On vous propose des solutions mobiles ou des solutions web et on a un écosystème qui permet de brancher à nos logiciels tout un tas de logiciels complémentaires. Par exemple, pour dématérialiser les factures, comme on vient de vous le montrer, mais aussi pour vérifier la solvabilité des clients, pour faire tout un tas de choses complémentaires pour lesquelles il existe dans le secteur informatique des logiciels qui sont très pointus et qui vont faire les choses beaucoup mieux que ce qu'on pourrait faire nous. Quelques petites images pour vous montrer un petit peu très rapidement en avant-première la plateforme que vous retrouverez dans le PowerPoint qu'on va vous envoyer, la plateforme e-facture avec lequel j'espère nous aurons la chance de vous compter comme client si vous n'êtes pas encore client et que vous utiliserez donc si vous êtes client Irium pour pouvoir suivre vos factures fournisseurs et vos factures de vente. Voilà, on peut tout de suite passer très rapidement aux questions-réponses. Je vois qu'on a une question qui nous est posée par Isabelle, mais aussi par Émilie, à laquelle je pense que tu vas pouvoir répondre, Amélie. Doit-on toujours archiver les factures papier, achat et vente? Alors, il faut savoir que dans la réglementation, donc c'est dans le code fiscal, notamment dans le livre des procédures fiscales, effectivement, il faut archiver d'un point de vue fiscal les factures pendant 6 ans. Ce qui nous est dit dans le livre des procédures fiscales, c'est que lorsque l'on est sur de la facture électronique, il faut archiver ces factures sur un support électronique. Donc, vous l'avez bien compris, que ce soit avec la réforme ou dès maintenant, si vous faites du PDF envoyé par mail, c'est considéré comme une facture électronique et donc normalement, vous devez les archiver électroniquement et non pas sur support papier. Ce qui veut dire, pour répondre très clairement à la réponse, à part si vous avez des factures manuscrites qui vous sont transmises en papier, vous devez les archiver en papier, mais ça, vous n'en aurez plus le cas demain avec la réforme, vous l'avez bien compris. Donc, bien évidemment, vous allez automatiquement passer sur de l'archivage électronique et avec la solution Irium notamment, c'est quelque chose qui est automatique. Vous disposez d'un système d'archivage certifié qui va pouvoir automatiquement archiver toutes vos factures, non pas pendant 6 ans, mais pendant 11 ans pour répondre non seulement au droit fiscal, mais aussi au droit commercial qui vous demande d'archiver vos factures pendant 10 ans plus l'année en cours. Alors ensuite, on a une autre question. Au 1er juillet 2024, nos grands clients devront recevoir leurs factures via le PPF ou la PDP. Est-ce qu'on pourra toujours leur envoyer nos factures au format papier? Alors, si vous en avez envie, vous pouvez le faire, mais ça n'aura aucune recevabilité fiscale. La facture originale, ce sera la facture qui répondra aux modalités de la réforme. Ça, c'est très important parce que ça veut dire que demain, vous avez un contrôle fiscal. On va vous demander de présenter vos factures. Il va falloir présenter la facture que vous avez envoyée selon les modalités de la réforme. Et là, pour vous expliquer la différence, c'est que quand vous allez envoyer une facture papier, vous allez être sur du format PDF. Quand vous allez envoyer une facture selon les modalités de la réforme, vous allez être sur l'un des 3 formats du socle, c'est-à-dire format mixte ou structuré, facture X, C2I, UBL. Et donc forcément, la visualisation de ces factures est différente.
Et ce sont bien les factures que vous transmettez selon les modalités de la réforme qui seront les factures originales et donc recevables fiscalement. D'accord? Mais pas que. Si vous avez un litige commercial, ce sont aussi ces factures-là qui font foi et qui font preuve. Et ça, c'est très important. D'accord? D'où l'obligation, notamment pour la plateforme publique et pour les plateformes privées PDP, de fournir un lisible. Parce que bien évidemment, de l'UBL ou du C2I, ce n'est pas lisible à l'œil nu. Mais ces plateformes ont l'obligation de vous proposer un lisible pour que vous puissiez lire la facture vous-même. Donc, vous pouvez continuer à envoyer du papier si vous voulez, mais vous allez payer un service puisque vous allez payer le papier, l'impression et l'affranchissement, alors que réellement, cette facture n'aura pas de valeur. Merci beaucoup Amélie. Voilà, il est déjà 12h05. On a débordé de 5 minutes. Je suis désolé. J'ai vu qu'il y en a encore qui nous posent des questions et vous pouvez continuer de le faire. On répondra aux questions maintenant par email de manière à pouvoir vous libérer maintenant comme on s'y est engagé. Vous avez ici nos emails à Amélie et à moi. Vous allez bien sûr recevoir le support de la réunion. Vous allez aussi recevoir un lien et vous pourrez regarder ce replay avec vos collègues ou avec qui vous le souhaitez pour le regarder une nouvelle fois pour bien comprendre et mieux comprendre ce qu'on vous a dit. Je vous remercie beaucoup pour tout ce temps, pour nous avoir écoutés. Vous avez été très nombreux, en tout cas, par rapport à ceux qui s'étaient inscrits. C'était vraiment super. Merci beaucoup. Merci surtout Amélie pour nous avoir donné toutes ces bonnes informations et toutes ces mesures et tous ces éléments autour de la facturation électronique. Amélie est vraiment une spécialiste et je suis très fier d'avoir pu vous la présenter. Pour les clients Aerium, rendez-vous au club utilisateur bientôt, j'espère. Et puis pour tous les autres, n'hésitez pas à nous recontacter. Nous serons ravis de vous faire des présentations de nos produits. Et merci encore à Monsieur Rebolo et à toute l'équipe de la FNAR pour l'organisation. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée tout le monde.